Bien sûr, nous avons eu droit au contrôle de l'IA qui nous a dit qu'il était en retard et que si l'année prochaine, il ne savait pas dire, il serait forcé à l'autre à l'école. C'est faux. C'est faux. C'est faux, mais attention, il faut savoir se défendre dans ces cas-là. Parce qu'il faut savoir quoi répondre dans ces cas-là. Vous savez que là, ils peuvent vous dire, c'est l'argument qu'on utilise, vous faites le unschooling, donc il n'y a pas d'enseignements magistraux, et donc vous manquez à vos devoirs de parents selon la loi. C'est ça qu'on peut vous dire. Alors il y a une réponse à ça, mais attention, parce que dans les faits, s'il n'y a pas d'instruction qui soit constatée, eh bien ça peut vous poser des gros problèmes. Des gros problèmes. Et vous savez qu'il y a plein de gens qui vous disent rien dans l'unschooling, mais en fait qui ont beaucoup de problèmes, qui ne s'en vendent pas sur Internet. Il y a beaucoup de gens en IEF, il y a des militants de la cause qui sont des purs et durs et qui cachent les problèmes qu'ils ont. Nous, nous le savons parce qu'il y a des procès et ils n'osent pas le dire, mais en fait, ils sont condamnés, ils ont des gros problèmes. Donc attention à ça. L'IEF, on pourra en parler, le homeschooling, on pourra en parler. Il faut faire très attention parce que la manière dont on voit les choses, c'est parfois catastrophique, si vous voulez. Catastrophique. Donc, il faut être très prudent vis-à-vis de ça. L'année dernière, nous avons déclaré non-scolarisation à la mairie. Grosse erreur. C'est ce qu'il ne fallait surtout pas dire, mais non à l'IA, donc on a été tranquille. Qu'est-ce que ça veut dire non à l'IA? Non à l'inspection académique, on a été tranquille. Non, vous avez été tranquille parce qu'ils vous ont oublié ou parce qu'ils n'ont pas pris le temps de traiter votre dossier. S'ils s'occupent de vous, ils vont arriver. Donc il ne faut jamais parler de non-scolarisation. Jamais. Ça c'est un principe. Parce que là, vous êtes sous le coup de la loi. Non-scolarisation, il n'y a pas, ce n'est pas possible. Si vous voulez, en France, il y a une obligation, si vous êtes en France du moins, en France, il y a une obligation d'instruction. L'enfant doit être instruit impérativement par un adulte, quel qu'il soit. Vous ne pouvez pas y couper. Donc vous ne pouvez pas dire non-scolarisation. Il faut dire les choses autrement. Cependant, en août, quelqu'un a fait un signalement, et ben voilà, et depuis nous subissons tous les contrôles possibles et imaginables. Assistante sociale, médecin, oh là là, vous voyez, c'est ce que je vous disais, vous voyez, j'ai pas lu la suite, mais automatiquement ça arrive ce genre de choses. Parce que vous n'avez pas dit la bonne chose au bon moment, et bien évidemment, là, l'administration considère qu'il y a un enfant en danger. Elle est parfois de bonne foi, parfois de mauvaise foi. Parfois elle est de bonne foi quand même. Elle se dit, oh là là, non-scolarisation, cet enfant va être lésé de ses droits constitutionnels. Attention. Et moi, je ne veux pas, en tant qu'assistante sociale, je ne veux pas être responsable de ça. Je ne veux pas qu'on me dise, vous avez négligé un enfant. Donc il s'occupe de votre cas. Et ça peut aller très loin. Jusque-là, tout allait bien. Ils sont venus chez nous, on a vu dans quel environnement les enfants évoluent. Ils ont même été surpris par tout ce qu'ils ont à disposition. Mais voilà, problème, Giulio ne sait toujours pas lire. Il connaît ses lettres, mais ne sait pas lire d'histoire. Alors ça, c'est un autre problème. C'est que votre mode d'enseignement n'est pas le bon. Il faut le changer. Ce n'est pas Giulio le problème. C'est votre manière de faire. Tous les enfants peuvent apprendre à lire sans aucun problème, pourvu qu'on ait la bonne méthode. On ne sait pas lire d'histoire ou de mots complets, donc la puéricultrice s'appelait Lia qui a dit qu'il n'a pas été déclaré comme enfant non scolarisé l'année dernière et que s'il ne sait toujours pas lire, l'obligation de retour à l'école. Alors vous pouvez vous défendre par rapport à ça, mais je reprends quand même cette phrase. La puéricultrice a appelé l'inspection académique qui a dit qu'il n'avait pas été déclaré comme enfant non scolarisé l'année dernière. Et que si, voilà, vous voyez, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a été tranquille. Non, c'est simplement qu'ils vous ont oublié. Et là, ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas trace, ou ils disent qu'ils n'ont pas trace de vous. Probablement, en fait, que quelqu'un n'a pas capté ce que vous avez dit au moment de la non-scolarisation. Donc, ils ont classé ça en disant, bon, moi, c'est pas mon dossier, c'est mon collègue qui verra plus tard. Voilà. Et donc, là, maintenant, ils se réveillent. Et là, ils vont vous tomber dessus. Et ça va se passer très mal. Alors ma question, lorsqu'on suit des CPC, a-t-on des contrôles? Ou les CPC qui permettent d'obtenir un certificat de scolarité dispensent-ils des contrôles? À combien reviennent-ils? Ces cours obligent-ils à faire travailler les enfants comme à l'école et du coup ne plus être dans la philosophie unschooling? Alors, ma chère amie, vous nous obligez à vous parler du unschooling. Le unschooling se pratique depuis la nuit des temps, depuis l'Antiquité. Toutes sortes d'études ont été faites sur le sujet, on sait parfaitement comment ça fonctionne. C'est très bien l'unschooling jusqu'à l'âge de 4-5 ans. Après ça, vous devez arrêter. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je pourrais vous expliquer longuement. C'est sur le site, c'est bien expliqué. Il ne faut pas poursuivre au-delà d'un certain âge, parce que le cerveau a besoin d'être nourri. Si vous faites du unschooling au-delà de 5 ans, vous lésez votre enfant. Il ne va pas pouvoir développer sa subjectivité, son objectivité et toutes sortes de choses dont il a absolument besoin. Nous avons beaucoup d'enfants dont le sort est dramatique, qui ont 15-16 ans, qui ont fait du unschooling, et qui sont dans des situations dramatiques. Ils sont privés complètement de liberté, de pensée, de critique, etc. Ils sont parfois très bons dans certains domaines, l'équitation, la pêche, les voyages, le voilier, ça il y en a plein. Mais dès lors qu'on leur pose des questions un peu philosophiques, politiques, historiques,
dès lors on leur demande ce qu'ils pensent de la société en général, ils ont des réponses extrêmement simplistes. Ils n'ont pas de réflexion parce qu'on n'a pas nourri leur cerveau avec tout le nécessaire. Les logiques de raisonnement, par exemple, n'existent pratiquement pas. Ils sont dans du ressenti en permanence. Donc ça fait des êtres qui sont privés de liberté parce qu'ils n'ont pas de distance aux événements. Ils sont très souvent dans une relation très sentimentale aux choses. Quand je dis sentimentale, c'est pas, je parle pas de romantisme, je parle de sentiment personnel. C'est-à-dire qu'ils jugent tout d'après un sentiment, un ressenti personnel, ce qui est extrêmement dangereux. Parce qu'il faut savoir juger les choses sans ressenti personnel. Sinon, on se retrouve dans une situation conflictuelle en permanence avec tout le monde. La société harmonieuse, la paix, exige que les gens apprennent avec beaucoup de clairvoyance et de distance et de discernement la relation à l'autre. Donc attention à ça. Bon, donc ça je vous ai dit, unschooling, il faut s'arrêter. Pour votre enfant, vous ne pouvez pas le priver de tout ce que vous allez lui donner grâce à l'école à la maison. L'école à la maison, ça n'est pas forcément, comme je le lis souvent, quelque chose de formel, on est assis à une table, etc. Pas du tout. On peut faire l'école à la maison au bord d'une rivière, en allant faire des courses, en allant observer des gens dans une salle de cinéma, où vous voulez. Il n'y a aucun problème. L'école à la maison est totalement libre. L'école à la maison, ça peut être aussi l'école dehors. Vous pouvez faire les choses de manière totalement informelle. Nous, on fait l'école à la maison tout le temps avec les enfants. Et on n'est pas forcément en train d'avoir un cours magistral. Le cours magistral n'est pas une obligation. Vous pouvez faire du cours magistral au début pour vous aider, pour vous encadrer, pour encadrer vos cours, parce que les cours vous envoient des éléments. Donc ça, on va en parler, ça va répondre à votre autre question, mais ils vous envoient des éléments et au début, vous ne savez pas trop comment faire. Vous commencez par du cours magistral, comme à l'école. Ce n'est pas un problème. Vous le faites comme vous pouvez, et vous le ferez de toute façon beaucoup mieux que l'école, sans stress pour votre enfant. Donc il va commencer à apprendre. Il y aura un cadre, il y aura des horaires, etc. Au début, vous commencez comme ça. C'est ce que nous disons, commencez comme ça. C'est très très bien, il faut commencer comme ça, c'est très bien. Ensuite, vous allez peu à peu prendre des libertés. Mais ce sera une liberté savante, organisée. Ce ne sera pas du n'importe quoi, l'enfant, je ne m'en occupe pas, il va apprendre tout seul. Parce que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche qu'avec les tout petits. Bon, bref. Donc, ma question, lorsque tu es CPC, a-t-on des contrôles? Oui, puisque maintenant les contrôles sont généralisés, mais ce n'est pas un problème le contrôle, il ne faut pas en avoir peur. Très souvent, les gens en IEF, ils ont peur des contrôles, ils ont peur de l'académie, ils ont peur du monde en général, de la politique, du système, etc. Donc ils sont dans une position de crainte et une position militante. Deux choses dont l'enfant n'a absolument pas besoin. L'enfant n'a pas besoin de politique et n'a pas besoin de peur. Bon, donc, on va vivre les contrôles en souplesse, avec une maîtrise de la situation. C'est nous qui serons les patrons de l'inspecteur académique qui est notre employé. C'est un fonctionnaire, c'est notre employé, et donc nous traitons avec courtoisie, mais nous lui expliquons que c'est nous qui connaissons la loi, et nous lui expliquons les droits qu'il ne connaît en général pas. Et ça se passe très bien. Quand ça se passe mal pour lui, mais pas pour nous. C'est qu'il n'a pas compris la loi, il ne sait pas ce que dit la loi, il ne la comprend pas. Nous, on lui explique. Les parents que nous en avons des centaines, qui ont peur au début, bien sûr, de cette entrevue, eh bien, on leur explique les éléments, on leur donne tous les éléments, et beaucoup d'entre eux sont ravis, ils nous appellent en disant « je me suis régalé durant ce contrôle parce que j'ai pu dire ce que j'avais à dire, mon enfant n'a pas subi d'évaluation de niveau comme vous me l'avez dit, parce que je ne voulais pas qu'il soit évalué, et puis nous avons discuté avec l'inspecteur académie, il est reparti, et c'est terminé. Et moi, je suis ravi de cette expérience, parce que j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses sur moi-même, comment maîtriser une discussion, comment amener des éléments factuels à un inspecteur, etc. Bon. Donc, pas de crainte sur les contrôles, surtout pas. Il y a une variante, vous pouvez très bien aussi ne pas faire de déclaration. Si vous tenez absolument à éviter les contrôles, vous pouvez très bien ne pas faire de déclaration. Donc, on vous donne des trucs pour ne pas faire de déclaration sans avoir aucun problème par la suite. Aucun problème. Donc ça, c'est des trucs, des astuces qu'on donne. Les CPC qui permettent d'obtenir un certificat de scolarité dispensent-ils des contrôles? Alors ça, c'était le cas autrefois, mais c'est plus le cas maintenant. Depuis quelques années, les contrôles, c'est systématique. Certificat de scolarité, attention, parce que certificat de scolarité, ça n'existe pas dans la loi. C'est un document qui prouve que vous suivez un cours, et c'est très utile, mais ne pas voir dans ce document quelque chose qui est absolument document officiel. Ça n'est pas un document officiel. L'une des choses que nous montrons aux gens, c'est comment se servir d'un outil quel qu'il soit, un bon cours ou un mauvais cours. Si vous n'avez pas d'argent, vous prenez un cours pas cher, 4 fois rien. Vous êtes à l'abri administrativement, et on vous montre comment vous en servir. Et comme ça va vous plaire, comme vous avez fait du unschooling, si votre cours est vraiment épouvantable, eh bien vous ne vous en servez pas, vous l'avez juste comme caution administrative, et puis vous faites du unschooling, enfin pas du unschooling, mais vous faites de l'école à la maison en informel. Et là, ça pose aucun problème.
Voilà. Nous le disons aussi pour les mamans, hein, de manière assez pratique, il ne faut pas quand même vous épuiser, parce que si vous faites que de l'informel, au bout d'un moment c'est un peu crevant, il faut trouver des idées tous les jours quand même, donc il faut quand même se creuser la tête, et quand on est enceinte, quand on est fatigué, quand on a du linge en retard, quand on n'a pas toujours envie de ça. Donc le cours, ça peut être quand même pas mal de temps en temps de faire des cours. Moi je dis qu'il est bon que l'enfant ait un cadre quand même, dans la semaine c'est bien qu'il ait plusieurs heures de cours magistral, assis avec un cours, parce que vous savez plus tard, eh bien, il va devoir passer son permis de conduire. Et bien là, il faut être habitué. Hein. Vous allez passer des tests de conduite, c'est pareil. Vous allez trouver un travail, entretien d'embauche, et ben c'est pareil. Il faudra se tenir à carreau. Il y a une discipline dans la société quand même, qui est nécessaire, qui est utile, qui est bonne. Euh, dans une entreprise, il ne pourra pas, l'enfant qui n'a jamais vécu aucun cadre, ben, il va avoir des problèmes, si vous voulez. Donc c'est pas mal. Je vous donne un exemple tout simple. Moi j'ai été responsable des ressources humaines. Combien de gens nous avons dû leur demander de quitter l'entreprise parce qu'ils étaient incapables de remettre un travail en temps et en heure. C'est extrêmement fréquent, hein, très fréquent. Et ça va être de plus en plus fréquent puisque maintenant, beaucoup de gens ne sont plus du tout instruits. Donc, vous demandez à un gars de nous faire un rapport en 2 semaines. En 2 semaines, il faut le livrer, c'est indispensable, le client en a besoin. Ben, le gars, au bout de 3 mois, il n'a pas fini, si vous voulez. Et comment voulez-vous qu'on travaille avec des gens comme ça? Bon, ben, si l'enfant apprend à remettre avec un chrono, ça peut être très amusant. Vous faites un devoir, tu as 1 heure pour faire ton travail top chrono, tu as bu, c'est bon, tu es prête à aller aux toilettes, bon, tu n'as plus le droit de bouger pendant 1 heure, tu vas faire ce devoir. Mais c'est un très bon challenge, c'est très intéressant pour un enfant. Et ça lui permet ensuite, plus tard, d'affronter des situations de ce genre, notamment de passer son bac s'il en a envie, ou d'autres examens. Vous voyez, donc il faut apprendre des tas de choses aux enfants. Euh, la liberté un peu sauvage comme ça, oui, il en faut, mais aussi du cadre et de l'écoute et de la discipline, etc. Il ne faut pas avoir peur, faut pas avoir peur. En Orient, il y a beaucoup de disciplines. Il y a des disciples d'écoles spirituelles. Le mot discipline est un mot qui fait peur en Europe, mais il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur du tout. On peut très bien avoir, vous savez, les grands violonistes, eh bien, ils se sont astreints à des disciplines d'apprentissage. Il n'y a pas de grande maîtrise dans la vie sans un travail et sans un cadre et sans une discipline. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut être 24 heures sur 24 sous le coup d'une discipline de fer. On n'est pas au 19e siècle, ni dans les écoles anglaises des années 20. Mais c'est bien de savoir, c'est bien, c'est super. Un enfant qui est capable à la fois d'être très libre, etc., mais qui est capable aussi d'attaquer un problème technique, de faire quelque chose de ses doigts avec beaucoup de maîtrise et de conscience, eh ben c'est superbe. Ça fait un être très, très, très équilibré. Voilà. Ces cours obligent-ils à faire travailler les enfants? Non, aucun cours ne peut vous obliger. Ils vous recommandent, ils vous disent, voilà, vous allez devoir... C'est vous qui allez choisir, si vous voulez, le cours. Vous choisissez un cours avec des devoirs ou sans devoirs, par exemple. Vous n'êtes pas obligé de prendre des devoirs. Vous prenez des devoirs. Bon, bah, si vous prenez des devoirs, vous allez évidemment respecter, si possible, plus ou moins l'échéance. Mais si vous ne pouvez pas la respecter, bah, vous dites au cours, moi, je ne pourrais pas envoyer ce devoir, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ils n'ont pas le pouvoir de vous obliger à suivre un rythme. Donc, si vous faites que 2 semaines sur les 22, par exemple, bah, ce n'est pas un problème. C'est vous que ça regarde. Hein. Mais moi, je suis certain que vous allez en faire davantage parce que vous allez voir que ça peut être extrêmement intéressant de suivre des programmes de ces cours que nous avons sélectionnés, qui sont des bons cours, parce que les autres, nous ne les prenons pas. Nous ne prenons que quelques cours que nous avons sélectionnés rigoureusement, que nous soumettons en permanence à un contrôle des parents et de nous-mêmes. Et si un cours n'est pas bon, il sort de la liste. Donc les cours que nous avons, c'est des bons cours et vous allez voir que ça peut être extrêmement intéressant pour votre enfant. Il va probablement beaucoup aimer ça, si vous faites bien les choses. Et ça lui donnera ce dont peut-être vous manquez, c'est-à-dire cette partie de travail encadré, hein, qui est très très intéressante. Et du coup, ne plus du tout être dans une philosophie unschooling. Bon, comme je vous l'ai dit ici, bien sûr, enfin, ça ne sera pas une philosophie unschooling, parce que j'appelle pas ça du unschooling, de la scolarisation, pour parler français et latin, ascolarisation. Nous pensons que le unschooling est hors de propos, mais en revanche, dans l'informel, vous serez dans l'informel, c'est-à-dire que vous aurez la liberté de l'unschooling, mais pas à temps plein. Voilà. Vous aurez une partie de liberté complète, vous ferez absolument tout ce que vous voudrez, pas de cours si vous ne voulez pas faire de cours, et vous aurez aussi de temps en temps du cours, et entre les deux de l'informel, c'est-à-dire des cours, mais pas de manière forcément scolaire. Voilà. Donc ça, vous avez la liberté entière de le faire. Votre accompagnement supérieur permet-il d'être protégé? Oui, bien sûr, on est là pour ça. Donc on vous donnera tous les éléments s'il y a un souci. Là, actuellement, je pense que vous avez quelque chose qui se prépare contre vous. Hein. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc ça sent pas bon. Donc il faut tout de suite ressaisir la situation, sans quoi ça peut s'enrouler de manière assez néfaste.
Donc attention, y a-t-il un tarif pour les personnes n'ayant pas de moyens financiers, qui sont dans une situation financière très difficile? Alors oui, nous vous accompagnons avec des tarifs pour personnes qui n'ont pas d'argent. On fait ça. Donc ça existe sur le site et vous le verrez. Si vous êtes inscrite, je vais regarder. Oui, vous êtes inscrite, hein. Donc vous recevez bien les choses. Donc on a un tarif effectivement pour les gens qui ont des difficultés. Si vous n'avez pas à le trouvé, au moment où on vous propose une place, eh bien vous nous le direz, on vous enverra un lien secret. J'ajoute que, évidemment, cette situation difficile et ces questions d'argent sont des questions extrêmement fréquentes. La situation est bien connue, nous la connaissons très très bien. Beaucoup de parents viennent en nous disant ça, et donc nous avons prévu des choses pour eux. Il y a des tas de choses qui sont possibles aujourd'hui pour gagner sa vie, notamment sur Internet. Donc on donne des solutions, on développe toute une rubrique à ce sujet, parce que nous ne voulons pas que des enfants soient lésés pour des questions d'argent. Donc, d'une part, effectivement, nous avons des tarifs adaptés, et d'autre part, on donne aux parents des moyens, spécialement aux mamans solo, parce qu'elles sont nombreuses, des moyens de développer des revenus sans avoir à courir sur le marché du travail qui ne présente, à notre avis, pas grand intérêt. Voilà, donc ces solutions, elles fonctionnent, nous pouvons le prouver, et plusieurs de nos mamans, elles choisissent effectivement ces revenus sur Internet qui sont quand même beaucoup plus intéressants, qui leur permettent déjà de payer les cours et petit à petit développer leur propre activité, ce qui est bon sur beaucoup de plans, et notamment vis-à-vis de l'enfant. Ça, on l'explique aussi. Voilà, je ne me fais pas plus long. À bientôt, Aurélie.